La zone mixte, à vos casques, la profondeur du jeu vous attend. Bonjour à tous et bienvenue dans la zone mixte, l'émission où le football se décortique sous toutes ses coutures. Que vous soyez passionné du jeu ou simplement curieux, ici on plonge bien plus loin que les débats habituels. Moi c'est Tom, et avec mes coéquipiers Sacha, Gary et Nathan, on est là pour vous offrir des analyses fines et fouillées sur tout ce qui fait vibrer le ballon rond. Soyez prêts à décortiquer l'actualité, à revisiter l'histoire et à tester vos connaissances. Messieurs, dames, à vos casques, la profondeur du jeu vous attend. Messieurs, aujourd'hui on aborde un système tactique, disons, à la mode, la fameuse défense à 3. Pour poser les bases du sujet, je te passe le ballon Gary, vas-y éclaire-nous sur l'historique de ce dispositif innovant. Défense à 3 ou à 5, comment être offensif en ajoutant un défenseur central à son équipe? Pour comprendre tout ça, il faut remonter dans les années 1930 avec le Arsenal de Herbert Chapman. Il décide à cette époque d'inventer le W-système, devenu par la suite le WM. L'idée est simple, 5 joueurs derrière qui forment un W et 5 devant qui dessinent un M. Le 2-3-5 devient 3-2-2-3 et malgré l'ajout d'un stopper, le jeu d'Arsenal est plutôt offensif. Résultat, 5 titres nationaux, rien que ça. Plus tard, de nombreuses équipes tentent d'imiter les Gunners de Chapman, mais la copie est plutôt pâle et ne donne pas autant d'enthousiasme. Les entraîneurs se plaignent de la qualité moindre de leur effectif, les obligeant à prendre moins de risques et donc à jouer plutôt à 5 qu'à 3. Et puis on avance un peu dans le temps, au début des années 1990, deux des plus belles équipes de l'histoire évoluent avec une défense à 3, le Barça de Johan Cruyff et l'Ajax de Louis van Gaal. Et chez eux, comme chez Marcelo Bielsa aujourd'hui, tout commence par une belle relance depuis derrière. Le technicien néerlandais soulignait son affection pour ces schémas, disant que les déclencheurs du jeu doivent être les défenseurs centraux et le milieu de terrain le plus défensif, car il n'y a de l'espace pour construire qu'à l'arrière. Plus tard, en 2006, Ricardo Lavolpe, sélectionneur du Mexique, impressionna le monde entier en tenant tête aux grandes nations internationales en ressortant le ballon de derrière, grâce à ses 3 défenseurs axiaux, Salcido, Osorio et Marquez. Même si le football n'a pas besoin de Guardiola pour évoluer, il n'est jamais bien loin lorsqu'on parle de changement. Les défenseurs centraux ne sont plus catalogués comme de simples stoppers d'action adverse, mais comme une première rampe de lancement lors des phases offensives. Donc de l'Atalanta de Gasperini au Leverkusen de Xabi Alonso, on l'a bien compris, jouer à 3 derrière, ça n'empêche pas d'aller vers l'avant, bien au contraire. Bah écoutez, messieurs, les bases sont posées, on peut passer à la prochaine partie. Nathan, la défense à 3, aujourd'hui, pourquoi ça revient à la mode ? Écoute, Tom, on peut se le dire, c'est un peu le comeback tactique des dernières années, la défense à 5. Pendant longtemps, on l'a regardé de travers, comme un système fragile, presque ringard. Aujourd'hui, elle est partout, et on va essayer de comprendre pourquoi. Dans un premier temps, le foot, il a changé. C'est pas pour faire de mauvaises blagues. On parlait dans les précédentes émissions du rythme des matchs, et si on va un peu plus loin, on se rend compte que les espaces se réduisent, que le foot devient de plus en plus physique, et que ça va de plus en plus vite en transition. On peut voir les dernières équipes qui ont remporté la Ligue des Champions, mis à part City, c'est principalement des équipes qui opéraient en contre et en transition. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Un des aspects les plus importants pour ce système, c'est le rôle des pistons. On est sur des joueurs hybrides, ce sont ni des latéraux à proprement parler, ni des ailiers. Donc on utilise les deux fonctions pour défendre et attaquer. Forcément, ça demande énormément de volume et d'énergie. On peut citer quelques noms comme Achraf Hakimi, Théo Hernandez ou Alphonso Davies. Finalement, on pourrait dire que c'est presque un poste qui a été inventé pour eux, et c'est aussi pour ça que ce système y revient en force. Le meilleur exemple pour illustrer la défense à 5 ou à 3, c'est le Chelsea de Thomas Tuchel. Il arrive à Chelsea en 2021 et remplace Frank Lampard, 9e de Première Ligue. Il arrive, il change le schéma dès son premier match, installe son 3-4-3, et tout de suite, ça prend. L'équipe devient beaucoup plus solide. Ça deviendra d'ailleurs la meilleure défense de Première Ligue. Et 6 mois plus tard, ils gagneront la Ligue des Champions en donnant la leçon à Pep Guardiola. Je vous invite à aller voir le but de Kai Havertz en finale. Et on a toute la panoplie de systèmes sur une action. Comme quoi un système, ça peut faire évoluer une équipe. Si je me souviens bien, Frank Lampard, quand il est en place, c'est un 4-2-3-1 ou un 4-3-3 où il y a Tammy Abraham avec Mason Mount qui sont devant. Complètement, et il se cherchait d'ailleurs, il passait même en 4-4-2, il jouait à 2 pointes, il ne trouvait pas son système, et Thomas Tuchel il a vraiment installé une base qui a fait gagner la Ligue des Champions à Chelsea.
On Et peut pas contre, parler. pas contre des équipes mauvaises ou de moyenne classe en plus. Hein. Il sort le Real de. Non, oui, le Real de Zidane, Demi. époque Covid à Madrid, C'est ça, oui. c'est ça, avec un très grand Mason Mount et une équipe Et Edouard Mendy en feu. je Edouard crois, Mendy en feu, sur une tête de Benzema. qui deviendra j'ai d'ailleurs en tête. le meilleur gardien de cette année avec le trophée Yachine qui remportera. En France, on peut évoquer aussi d'autres références. Moi, je pense principalement à Francaise, qui là pour le coup a vraiment installé son 3-4-3 depuis un bon moment et qui devient une référence. En Allemagne, Gary a évoqué Xabi Alonso. Avec Leverkusen, mais aujourd'hui on pense surtout au Strasbourg de Liam Rosenior, hein, qui est en train de bluffer toute la Ligue 1. Exactement, c'est vraiment un système qui est très séduisant, qui va vers l'avant, et aujourd'hui on ne peut qu'aimer justement ce genre de coach qui tente et qui essaye. Mais attention, c'est pas un système magique non plus, ça demande énormément d'exigences à tous les postes, et on a vu dans le passé des contre-exemples, le PSG par exemple, qu'il a tenté avec de nombreux coachs. Avec Marquinhos. Avec Marquinhos, alors on a eu un exemple dans un premier temps avec Unai Emery, où c'était pas vraiment convaincant. Là, pour le coup, là où je voulais en venir, c'était Pochettino et Christophe Galtier, où là, vraiment, c'était une forme de défense presque à 5, où malgré le fait qu'on avait des pistons comme Nuno Mendes et Achraf Hakimi, ils étaient souvent blessés, et donc on se retrouvait avec des joueurs comme Juan Bernat ou Warren Zaïre-Emery qui étaient repositionnés sur le côté droit. Et l'exemple avec Christophe Galtier, il est assez édifiant, parce que tu te retrouves avec Messi et Mbappé devant, et puis 8 joueurs autour qui sont là, qui marchent. En plus, ce qui est super intéressant, c'est que Luis Campos et Christophe Galtier modèlent l'équipe en fonction de ce dispositif précisément. Exactement. Ça veut dire qu'ils lancent la saison en se disant on va passer à 3, on va jouer à 3 toute l'année, avec un milieu de terrain en plus qui était mais frêle au possible, qui était Verratti et Vitinha. Verratti, Vitinha, c'est ça. Les deux Voilà, comme ça, c'était. On parlera du milieu de terrain aussi, on parle beaucoup de la défense, des ressorties de balles, mais c'est vrai qu'avoir un milieu de terrain dans cette compo-là, moi je pense à l'Inter de Inzaghi et de Conte, où là tu avais 3 monstres au milieu. Aujourd'hui tu as Çalhanoğlu, Barella et Mkhitaryan qui sont indéboulonnables, et derrière tu as des super joueurs comme Fratessi. Et sans parler des deux devant, il faut une certaine complémentarité, notamment dans le 3-5-2 de Complètement. Et Thuram et Lautaro, ils se complètent parfaitement. Non, comme quoi, un 3-5-2, un 3-4-3, c'est pas pareil. C'est D'en ça. avoir 2 au milieu et d'en avoir 3, tu combles les espaces différemment, et même dans le demi-espace, tu as une présence qui est différente. Ah, Et mais que je trouve plus intéressante. Bien sûr. Ah, l'Inter aujourd'hui, tu te retrouves avec Bastoni qui peut se retrouver ailier gauche, tu peux te retrouver avec Di Marco au milieu de terrain. Moi, je regardais le match contre Munich, c'était incroyable. En fait, c'est des dévoreurs d'espace et un système extrêmement modulable que Inzaghi a, je trouve, un peu prolongé sous Antonio Conte, où là on avait pareil une équipe très très offensive qui bougeait beaucoup. Mais peut-être un peu plus fébrile cette saison, notamment défensivement. Hein. Ils prennent un peu plus de buts que les autres saisons, et c'est à noter. Ils prennent plus de buts, on y reviendra. Donc pour conclure, le système A5, il revient en force, oui, mais il ne faut pas oublier tous les ingrédients qu'il demande. Messieurs, transition vers la prochaine partie et l'édito le plus attendu de toute l'Europe. Sacha, on me souffle dans l'oreillette que c'est l'édito le plus attendu de tous les temps. Ton avis sur le sujet? Écoute Tom, je sais pas si c'est l'édito le plus attendu, mais en tout cas pour moi, parler de système à 3 ou à 5, c'est un faux débat. Pour moi, une défense à 3 en phase défensive, elle repasse forcément à 5. Et même là, vous, en parlant, Nathan, Gary, vous n'avez pas une fois cité la défense à 5, vous avez toujours parlé de défense à 3 qui en phase défensive était beaucoup plus solide. Moi, j'ai envie de parler aussi de, par exemple, l'Inter. On ne dit pas qu'ils défendent à 5, on dit qu'ils défendent à 3. Et pourtant, ça se voit en Ligue des Champions, ils ont pris que 5 buts, dont un seul en phase régulière. Je trouve que ce débat, il est pas intéressant parce qu'on repasse forcément dans une défense à 5. Ensuite... Pour appuyer ce que tu dis, on peut même évoquer les grands entraîneurs qui l'ont un peu modelé, Guardiola, Arteta, ou même... on s'est retrouvé avec des systèmes où on était à 4 et avec le ballon, on passe à 3, et le fait d'aller chercher très haut... Pour moi, c'est pas nécessairement une défense à 3, elle peut pas être nécessairement à 5 derrière. Si on regarde Sampaoli, avec Marseille en 21-22, il a une défense à 3 en phase offensive, à savoir Luan Pérez, Douye Tatsar et William Saliba. Et Valentin Rongier qui était en 6, ou Boubacar Kamara qui glissait à droite en fait à 4 en phase défensive. Donc c'est selon. C'est pas nécessairement tout le temps. Alors, on a Tom et Gary qui sont supporters de Marseille. Moi je serais pas allé aussi loin. J'aurais peut-être même évoqué le De Zerbi actuellement. On sait qu'il est repassé dans un système à 5, même en défendant. C'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, si t'as pas les joueurs qui sont capables de jouer derrière, eh ben, tu prends l'eau. Au début de saison, il a commencé à 4 avec un 4-2-3 classique comme il a fait à Brighton, à Sassuolo, etc.
Et c'est après ce match à Auxerre, cette déconvenue 3-1 à domicile, où il décide de repasser à 3 justement. Il y a une petite période où ça marche, où on gagne notamment à Lens, on gagne contre Monaco, un match nul contre Lille. Moi, c'est pour ça, les gars, je vous avoue, j'ai un avis super tranché à ce sujet de ce schéma-là. Pour moi, le schéma à 3, c'est pas viable sur le long terme. Pour moi, le schéma à 3, c'est un schéma qui est d'opportunité. Si on regarde tous les schémas à 3 qui ont fonctionné, c'est d'opportunité. Bien sûr, il y a des exceptions. On voit l'Inter de Inzaghi, pour moi, c'est une exception. Celui de Conte, c'est huilé dans sa manière de jouer. Mais si on regarde, là, Marseille passe à 3 parce qu'il y a une crise de résultats et qu'il faut enclencher une nouvelle dynamique. Deschamps, il est passé à 3 à l'Euro contre la Suisse. Enfin, pas contre la Suisse. L'Euro. On a joué l'Euro à 3. À 3 avec Rabiot, piston gauche, parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus personne. Mais si tu regardes, tous les systèmes à 3 qui fleurissent, c'est purement situationnel. Après, moi, le skate Deschamps, il n'est pas repassé à 3 sous un effet de mode, un peu. Parce qu'il avait les joueurs pour peut-être repasser à 3. Mais il a vu que plusieurs équipes réussissaient sous ce système. Et il s'est dit, tiens, je vais peut-être changer, puisqu'à 4, ça commence à plus fonctionner. Moi, je suis d'accord avec ce que Tom il a dit. En fait, c'est bien, mais je pense à court terme, vraiment la défense à 3, puisque on le voit avec Marseille qui a enchaîné des mauvais résultats. On peut le voir aussi avec Nice, qui n'avait plus gagné depuis un certain temps. En fait, c'est des schémas qui demandent tellement d'efforts physiques pour combler tout, pour prendre vraiment tout le terrain et aller presser haut, qu'au bout d'un moment, les joueurs, ils en peuvent plus. Et même, aussi, si t'as pas les bons joueurs au bon poste, par exemple. Ça dépend de l'effectif. C'est ça. Marseille, je crois qu'il joue avec en piston droit, il joue avec Luis Enrique, non? Ça, ouais. Qui répète les efforts, fait les efforts, mais à un moment donné, il a plus la lucidité pour devant, pour les derniers gestes. Mais moi, en fait, il les faisait, mais il les fait plus ces derniers temps. C'est ça. Après, il a un transfert à l'Inter dans pas longtemps, il y a un accord avec le club Nerazzurri, c'est peut-être pour ça qu'il fait plus les efforts. Passons. L'idée, c'est surtout pour moi que cette défense à 3, le problème, il est vachement important sur les côtés, dans la mesure où si tu n'en as pas 4 de très haut niveau, si tu as un pet de blessure, tu as une suspension ou que tu as une baisse de régime soudaine, t'es carré pour la fin de saison. Il faut avoir l'effectif pour. Mais moi, je vais te prendre l'exemple de. Certes, il y a des exceptions quand on parle de l'Inter de Xabi Alonso, mais par exemple, l'Atalanta de Gasperini, ça dure, ça fait longtemps, et ils ont été sacrés champions de la Ligue Europa l'année dernière. Et je trouve que c'est un exemple de réussite justement de cette défense à 3. Le 3-4-2, il marche à la perfection. Certes, il avait eu énormément de blessés, notamment derrière. Ils ont recruté Kolasinac l'hiver dernier, justement. Il a recruté le Suédois Yen, qui fait une super saison, avec Jimisti, Toloi, etc. Et même si les pistons, il n'en avait pas énormément. Quadrado, il est arrivé. L'émergence de Bellanova, notamment de piston droit. Gasperini, ça marche super bien. Je trouve. Après Gasperini, on est sur un coach qui vraiment, c'est sa philosophie il a le temps de jeu de mettre sa patte depuis longtemps. Exactement. Moi, là où je trouvais aussi intéressant d'insister, c'est qu'en fait, la défense à 3, aujourd'hui, tout le monde l'utilise avec le ballon. Si on regarde les grandes équipes aujourd'hui, on parlait de Pep Guardiola, mais moi, je veux même parler d'Hansi Flick, où on voit l'utilisation des latéraux qui reviennent en troisième défenseur. Aujourd'hui, tu regardes le Barça, avec le ballon, c'est les 3 derrière. Et Baldé qui vient se projeter en ailier, et une animation qui change beaucoup, mais on garde toujours cette base de 3 défenseurs derrière pour justement déjà élargir le terrain, prendre toute la largeur sur le terrain. Et si vous regardez aussi l'Inter, il y a aussi des moments dans le match où on repasse à 4, où le défenseur vient s'insérer dans le milieu de terrain. Francaise le fait aussi avec l'OGC Nice. Et là où tu parlais justement d'avoir les joueurs sur les côtés, Jonathan Klaus, c'est un exemple, je trouve, parfait en Ligue 1. C'est un joueur qui est exceptionnel en tant que piston, parce qu'il a les qualités offensives, mais dans une défense à 4, tu prends l'eau immédiatement, même si ces derniers temps ça va peut-être un peu mieux pour lui. Il y a des contre-exemples, parce que si on regarde, moi, ce qui me faisait peur en tant que supporter marseillais la saison passée, c'était vraiment le fait d'être à 4 avec Klaus. Et mine de rien, dans un marasme collectif tout à fait inexistant, il a été vraiment bon en fait. Klaus, mais tu te prives un petit peu quand même peut-être de l'apport offensif qu'il peut avoir. Tout à fait, mais carrément. Tu peux faire la comparaison avec Igor Tudor. Igor Tudor, il réalise une saison absolument exceptionnelle, peut-être sa meilleure saison en tant que dans sa carrière. Mais c'est vrai qu'à 4, sous Gasset, sous Gattuso, et j'en passe, tous les entraîneurs qui sont passés par l'OM ces derniers temps, c'était un peu plus difficile, même s'il s'en sort bien comparé aux autres. Mais c'est un système qui a complètement transformé les latéraux. Aujourd'hui, on a de plus en plus de latéraux qui ne peuvent pas jouer piston et qui se retrouvent à jouer dans l'axe. Lewis Kelly, qui joue avec Arsenal, aujourd'hui on le retrouve presque milieu de terrain avec Arsenal. Et pourtant, il y a une défense à 3. Donc, c'est une question de profil, c'est un nouveau football, c'est un football plus physique, plus tactique. On en demande forcément plus. Et donc il faut innover, et les coachs aujourd'hui le font, et ils tentent de le faire en tout cas. C'est ça, moi j'avais vu une vidéo de Canal qui montrait comment Paris avait joué contre Aston Villa. Et en fait on voyait que
souvent Neves ou Vitinha passaient en troisième défenseur et que ça permettait aux deux latéraux pistons de vraiment faire une ligne de 5 attaquants et d'aller presser haut, et ça se voit puisque Nuno Mendes a marqué dans les 2 confrontations, Hakimi a marqué au retour. Donc en vrai c'est aussi on découvre aussi une nouvelle façon de presser, de jouer au foot. Moi, je te dis, pour moi, il y a tellement de défaillances dans ce système-là que moi, c'est très tranché, c'est très dogmatique en fait comme approche. Mais pour moi, c'est un système qui est viable en cours de match ou alors sur un tournoi. Mais sur le long terme, il y a trop de problèmes. Enfin, si tu regardes que tu es une perte de ton contre-attaquant à droite, ça peut arriver. Une perte de balle d'un attaquant, ça peut arriver. Mais d'un contre-attaquant qui est piston, il est seul sur le côté, c'est carnage. Parce que derrière, le milieu de terrain, ça veut dire qu'il va prendre sa place, tout le monde va coulisser et il y aura un trou d'air à un moment donné. On va te dire qu'après, c'est aux 2 défenseurs qui sont excentrés de venir couvrir le piston. Si tu regardes l'Inter, je reviens sur l'Inter parce que c'est vraiment pour moi l'exemple le plus frappant aujourd'hui. Tu vois les 2 défenseurs qui reviennent à chaque fois. On parlait de Benjamin Pavard, lui qui s'est vraiment repositionné dans la défense à 3. À chaque fois que tu as Dumfries ou Di Marco qui perd le ballon qui est trop haut, t'as les 2 défenseurs qui viennent sur les côtés. Donc, en fait, mine de rien, ça prouve aussi une chose, c'est que c'est un système où tu vas presser. On pense défense à 5, défense à 3, on se dit c'est un bloc bas. Alors, on a des équipes qui défendent à 5 très bas. Mais là, je trouve que c'est pas vraiment le cœur du débat. C'est un système où tu vas tenter des choses, tu vas aller chercher. Et même comme l'a dit Gary, moi, ce qui m'intéresse aussi sur ça, c'est que on a tendance à vraiment trop surcoter entre guillemets l'apport des offensifs en disant ouais, dans une défense à 3 il n'y a que 3 offensifs, les 2 mecs dans le demi-espace, le 9 et les gars sur les côtés. Alors qu'en fait, si tu regardes, le plus intéressant c'est peut-être le dépassement de fonction permanent de tes 5 derrière. Ça veut dire que tes 2 défenseurs centraux, les 2 stoppers que tu vas avoir qui vont entourer le libéraux, même si on dit plus trop ça aujourd'hui, mais moi je continue à le dire parce que c'est mon football, Dans l'ancienne époque, bien sûr. partent à attaquer la surface. Si on regarde le match de Marseille, le dernier match pour illustrer, c'est Luis Garcia qui est stopper gauche, qui vient obtenir un penalty dans la Ah surface. ouais, non, bien sûr. C'est le cœur de ce système. Mais il y a un meilleur exemple, je trouve, c'est Gvardiol. Carrément. Depuis qu'il arrive à Manchester City, il a fait défenseur central, latéral gauche, piston gauche et même ailier gauche quand City a le ballon. C'est du Guardiola dans le texte. Mais c'est Encore l'exemple hier parfait, soir, justement. il utilise tout le monde, tu les vois. C'est l'exemple Nunez, latéral droit, qui marque le but à la 94e, sur son côté d'ailleurs. Il est tout seul au 2e poteau, il marque. Mais Gvardiol, souvent positionné ces derniers temps ailier gauche par Guardiola quand ils ont le ballon. On l'a vu marquer des buts sensationnels, Gvardiol. J'ai un but à Wolverhampton où il met une pleine lucarne. Même la mine du droit qui met contre Arsenal, pleine lucarne. C'est énorme. Mais moi, justement, là en discutant, je réfléchis, le dernier entraîneur qui a établi une défense à 3 en première ligue, c'est peut-être le premier, je suppose, Antonio Conte, où il appuie sur ce dispositif-là. Et pourtant, c'est des pistons qui payent pas de mine. Bah, carrément. Tu te dis pas avec ça, tu peux partir à la guerre. Et pourtant... Tu parlais du milieu qui revenait dans la défense à 3. Ça s'appelle en demi-centre. Je le dis pour les auditeurs peut-être qui jouent à Football Manager, c'est un terme assez connu. C'est ce que Calhanoglu il fait avec l'Inter d'ailleurs. Quand ils ont le ballon, Calhanoglu revient en défense centrale pour ressortir de derrière. Ça c'est remarquable parce que Calhanoglu qui était un 10, 8 à Hambourg, qui passe 5, 6, 5 à l'Inter, ça fait peur. D'abord à l'AC Milan, ouais, et après à l'Inter. Donc en fait, plus il est passé en club, plus il est descendu au niveau du terrain. C'est pas courant. Surtout le profil de joueur que c'est, avec les différences techniques et individuelles qu'il peut faire sur un match, surtout sur coup de pied arrêté où normalement il va être censé être plus haut sur le terrain, repartir aussi bas, c'est assez remarquable. Mais c'est tout le mérite à Monsieur Inzaghi que j'ai longtemps critiqué à titre perso. Ouais, moi aussi, j'étais pas fan de ça et puis au final, putain, le foot c'est vraiment quelque chose de tactique. Tu t'en rends pas compte comme ça, mais en fait derrière il y a vraiment du travail, quoi. Ce sera une belle opposition de style contre le Barça. Contre le Barça Jean Flick et donc on a hâte de voir ça. Écoutez messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci aux auditeurs passionnés de foot et merci à vous messieurs à mes côtés sur le plateau. On se retrouve très bientôt pour un nouveau plongeon dans le monde du ballon rond. D'ici là, n'oubliez pas de rester connectés, de partager le podcast et de nous suivre sur Instagram pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour le coup d'envoi du prochain épisode. À bientôt.